Donc, les questions qu'on va poser sont, vous les avez presque toutes évoquées. Et la question que je vais vous poser maintenant, traite du Sahara occidental. Et je vais faire un petit historique pour rappeler un petit peu les enjeux de cette région. Il faut revenir jusqu'à 1884, à l'année où l'Espagne place cette région sous son protectorat. Et cette région reste sous protectorat jusqu'en 1975, où un avis consultatif de la Cour internationale de justice confirme l'existence de liens entre cette région et le Maroc et la Mauritanie. Suite à cet accord, le Maroc obtient les 2 tiers nord de cette région et la Mauritanie le tiers sud. Donc, ce conflit aujourd'hui oppose les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, c'est la RADS, la République arabe démocratique, RSD, pardon, République arabe démocratique sahraoui, qui est soutenue par l'Algérie, au Maroc. Donc, là, actuellement, le dernier recours qui a été envoyé date d'avril 2008. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU déclare que l'indépendance du Sahara occidental n'était à ses yeux pas un objectif atteignable. Il estime en effet que l'absence de pression sur le Maroc pour qu'il abandonne sa revendication de souveraineté à un Sahara occidental indépendant n'était pas une proposition réaliste. Donc la question que je vais vous poser, c'est l'Europe peut-elle ou doit-elle jouer un rôle dans l'arbitrage du statut du Sahara occidental? Cette question du Sahara, je pense qu'on devrait organiser une réunion spécifique parce que ça pourrait couvrir beaucoup de temps. Je vais répondre assez très brièvement, mais je voudrais quand même simplement corriger quelque chose. Le recouvrement du Sahara par le Maroc s'est fait en 3 étapes. Je crois que c'était important parce qu'on a tendance à parler uniquement du Sahara occidental, mais on oublie que ce Sahara a été récupéré d'abord en 58, puis en 67 et finalement en 75. Et je crois que ça c'est un élément très très important. Et tout cela à la faveur d'accords signés avec l'Espagne et enregistrés, y compris celui concernant le Sahara occidental, au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on est dans la parfaite légalité, on est dans un prolongement d'un recouvrement de notre indépendance. Vous savez, le recouvrement d'indépendance du Maroc, je pense que beaucoup de gens le savent, il s'est fait de manière assez atypique, parce qu'il y avait une partie française, une partie espagnole et une partie internationale, et donc il fallait négocier au coup par coup, d'abord avec nos amis français, avec nos amis espagnols, et puis ensuite le statut de Tanger. Et pour ce qui concerne le Sahara, il a été fait de manière progressive, avec le recouvrement de Tarfaya, il est fini, et puis on fait le reste. Pour ce qui concerne, vous avez évoqué les 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers du territoire. Je dois vous dire que c'est dans un esprit de compromis que le Maroc a accepté les conditions de l'accord de Madrid, mais il a toujours soulevé et estimé les revendications dans la partie sud du Sahara, qu'il a récupéré du reste lorsque la Mauritanie en est sortie. Bon, maintenant, très certainement, on ne va pas parler en termes de diplomates, de langage diplomatique. Tout le monde sait, cette question est une question entre le Maroc et l'Algérie. Je crois que c'est partagé par tout le monde. Vous avez parlé de l'envoyé personnel. Tous les envoyés personnels du secrétaire général de l'ONU ont tous conclu que, 1, le référendum n'était pas viable, et 2, que les acteurs, tous les acteurs, devaient ensemble chercher à trouver une solution politique. Pourquoi le référendum n'est pas viable? Juste un exemple. Le Sahara, il part de l'Atlantique et il va jusqu'au Soudan. On parle d'un peuple sahraoui. Très bien. Alors, déjà première difficulté pour les responsables onusiens, comment je peux identifier un Sahraoui du Sahara occidental quand son cousin ou son frère est algérien, sa tante est mauritanienne,
comment est-ce que je vais pouvoir identifier ces personnes qui seront éligibles au vote? Parce que le problème n'est pas un problème de recensement. Si c'était un problème de recensement, ça serait très facile. On prendrait toutes les personnes, on les recense et puis ils viennent, ils votent. Et d'ailleurs, le Maroc est le premier pays, c'est lui le premier qui a demandé le référendum. Il a été immédiatement refusé par l'Algérie et le Polisario. Il a fallu attendre 10 ans pour que l'ONU fasse accepter un plan cadre, le plan onusien en 1991, qui a été complètement fait capoter parce que le Polisario a exigé de créer des commissions pour décider si tel Sahraoui est du Sahara occidental ou pas. Et on a vu, vous allez aux Nations Unies, des cartons de plaintes où vous avez des Sahraouis du Polisario qui ont rejeté leurs propres frères, disant c'est pas un Sahraoui, parce qu'ils avaient des listes et qu'ils avaient des... C'est obligé de le faire, et d'ailleurs certains d'entre eux, la plupart d'entre eux sont revenus. Tous les fondateurs du Polisario sont rentrés au Maroc. Tous. Tous les envoyés personnels disent il faut une solution politique. L'ONU ne parle plus de référendum. Alors on dit aux partis, écoutez maintenant, fini la récréation, on s'assied, vous faites une proposition politique. Le Maroc fait une proposition, un plan d'autonomie, très large, je ne sais pas, pour certains qui l'ont déjà lu, mais qui offre déjà des possibilités en termes de développement local, au niveau économique, au niveau commercial, au niveau même de l'administration, et qui est un plan qui est ouvert. C'est pas du take it or leave it. C'est une base de négociation. Et jusqu'à présent, malheureusement, et du côté algérien et du côté du Polisario, eh bien, on rejette. On rejette parce qu'on demande le référendum. En demandant le référendum, on demande le statu quo. On demande de rallonger cette période. Alors pourquoi? D'abord parce que ça permet à des apparatchiks du Polisario de pouvoir profiter des largesses de l'aide humanitaire. Et en dépit d'ailleurs de tous les rapports, que ce soit de l'ONU, que ce soit de l'Union européenne, de l'OLAF ou de la FAO, qui prouvent de manière avérée que l'aide est complètement dispersée. Dès son arrivée d'ailleurs à Oran, en Algérie, il y a un rapport qui a été fait par l'OLAF qui malheureusement n'est pas rendu public, mais qui démontre, parce qu'ils ont réussi à mettre des puces sur les conteneurs, et un conteneur arrive à Oran, et il met 48 jours pour arriver dans les cantines d'eau. Voilà, c'est QFD. Donc c'est un secret de polichinelle. Rajoutons à cela que dans ces camps-là, l'Algérie refuse, en violation de toutes les conventions internationales, et en particulier celle de Genève 1949, de procéder, ou de laisser le HCR procéder au recensement des populations. On ne sait pas qui sont dans ces camps. Et lorsque j'ai des discussions avec ECHO, qui est l'organe européen qui distribue l'aide au Sahara, dans les camps de Tindouf, je leur dis, mais je suis tout à fait conscient, d'abord je vous remercie d'abord d'aider ces personnes, je veux simplement que vous m'apportiez la preuve que le sac de blé, le sucre, et l'huile et tous les aides que vous donnez, est-ce que la personne à qui vous le donnez est une personne originaire du Sahara occidental ou pas? C'est ma seule question. Si vous arrivez à m'apporter la preuve que c'est là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire de recensement. Ils ne peuvent pas répondre à cette question. Ils ne peuvent pas répondre à cette question principalement parce que l'Algérie refuse qu'on procède au recensement de ces populations. Et nous avons des responsables du Polisario qui sont rentrés au Maroc ces 10 dernières années, dont l'un qui était ministre de la Justice de cette entité, et qui nous disait, en 48 heures, je pouvais passer de 50 000 à 200 000 personnes dans les camps. Oui, c'est très facile, hein. Vous prenez des gens, vous leur mettez un habit traditionnel, oui, je pense pour une ONG européenne, américaine, très compliqué de faire la différence et de voir s'il est sahraoui ou pas. Donc voilà, la problématique, elle est là. Maintenant, je réponds à votre question, mais je voulais quand même très rapidement corriger. L'Union européenne, la position de l'Union européenne,
est inchangée. Elle appuie les efforts des Nations Unies, du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel. Elle est à l'écoute, elle peut se positionner comme un organe qui peut essayer de faciliter, mais pas de trouver la solution, parce qu'elle-même, l'Union européenne, n'y arrivera pas. Et donc, on travaille ensemble au sein du Parlement européen. J'ai des discussions, quelquefois houleuses, avec certains groupes parlementaires européens qui, pour la plupart, sont nourris, allez, je vais être provocateur, d'idéologie dépassée. Mais nous avons, d'une manière générale, avec toutes les institutions européennes, une ouverture dans le débat sur la situation. Et en aparté, je peux vous dire que l'ensemble des grands acteurs, la France bien sûr et l'Espagne, parce qu'ils connaissent très très bien, s'il y a deux pays qui connaissent très bien cette situation, ce sont la France et l'Espagne, pour les raisons historiques que vous connaissez, mais aussi d'autres pays qui sont conscients que tant que l'Algérie ne s'assiera pas à table avec le Maroc pour discuter de l'avenir de cette région, c'est malheureusement dans les camps de Tindouf, des gens qui sont franchement séquestrés, ils sont prisonniers, parce qu'ils ne peuvent pas quitter les camps, ils n'ont pas le droit d'aller se déplacer en Algérie, ils ne peuvent pas sortir à l'étranger. Et voilà, ben ça va perdurer. Merci pour cette réponse donc courte, claire et précise. Peut-être pas brève, mais j'espère précise. Non, vous avez parlé de l'ALECA à un moment dans votre discours et des accords de pêche. Alors il faut savoir que les accords de pêche sont quand même un des gros points des partenariats entre le Maroc et l'Union européenne. D'ailleurs, une nouvelle mouture de l'accord de pêche avec l'Union européenne a été ratifiée, il me semble, hier ou avant-hier par le Parlement marocain, après de très longues négociations, notamment à cause du scepticisme de l'Espagne. Simplement, est-ce que vous ne pensez pas que, étant donné que les eaux du Sahara occidental, donc qui sont contestées par l'Espagne notamment, et quasiment que par l'Espagne au niveau de l'Union européenne, le fait qu'elles soient incluses dans cet accord ajoute une légitimité à l'appartenance de ces territoires au Maroc? Pardonnez-moi de vous contredire. L'Espagne ne conteste pas du tout, bien au contraire. L'inclusion du Sahara occidental dans l'accord de pêche. Et pas seulement l'Espagne, mais la quasi-totalité des pays membres de l'Union européenne. Il n'y avait que la Russie avec... Il y a... Non, nous avons des accords avec l'Espagne depuis, d'abord sur le plan bilatéral, quand l'Espagne a intégré l'Union européenne, il y a eu 4 accords de pêche qui ont été signés. Il faut savoir que ces accords profitent en grande partie à l'Espagne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a une tradition en Espagne, les armateurs de pêche, de pêcher dans les eaux territoriales marocaines depuis 5 siècles. Vous avez une dimension, je dirais, familiale de l'exercice de la pêche en Espagne. Et ces gens-là qui pêchent, et d'ailleurs, ils ne pêchent pas beaucoup d'ailleurs au Sahara, et ces gens-là qui pêchent entre Tanger et, disons, Agadir, ce sont des petites entreprises familiales. Quelles que soient les subventions que pourrait leur accorder Bruxelles ou leur pays pour se reconvertir dans l'exercice de la pêche en Argentine, au Chili, ils ne pourraient pas le faire. Ils n'ont pas d'autre moyen que de pêcher au Maroc ou d'arrêter leur activité définitivement. L'Espagne est très concernée par cet accord de pêche, et d'ailleurs elle a beaucoup lobbyé pour avoir cet accord. L'inclusion du territoire n'est contestée par personne. Personne. Le débat au sein du Conseil européen est très clair. Et même les pays, 2 pays qui ont rejeté l'accord de pêche, les pays européens, ne l'ont pas contesté parce qu'ils disent que le Sahara est inclus dans l'accord, mais pour des raisons qui sont liées effectivement au conflit du Sahara lui-même et des questions quelquefois liées aux droits de l'homme. Donc lorsque la Suède et le Danemark
rejette l'accord de pêche, il ne le rejette pas parce que le Sahara est inclus dans l'accord. Et non, au contraire. Donc, cet accord de pêche, c'est pas un accord, hein, c'est un protocole, hein, parce que l'accord de pêche, lui, a été négocié en 2007 et il est reconduit de manière tacite à son échéance. Donc ce protocole a été signé. Il n'y a pas eu de longues négociations. J'ai été modestement un acteur négociateur dans la partie politique de cet accord et on a négocié cet accord en moins de 8 mois. Donc pour un accord de pêche, c'est quand même c'est une durée raisonnable, je dirais. Après, il y a eu l'examen au sein du Parlement européen, il a été voté et adopté à une très très large majorité. Et 11 pays, il n'y a pas que l'Espagne, il y a 11 pays qui bénéficient de cet accord de pêche. C'est quand même sur les 100 bateaux, il y en a quand même 100 voire 110 qui sont des bateaux espagnols qui sont autorisés de pêcher là-bas. Oui. Donc c'est largement l'Espagne qui en Mais il ne faut pas voir en termes de nombre de navires, il faut voir en termes de quantité, de tonnage pêché. Vous avez au Sahara un quota de 80 000 tonnes de pélagiques qui sont autorisées à la pêche. Et vous savez, vous prenez un bateau usine, il peut en 2 marées faire tout son quota. Et donc vous avez des pays comme la Hollande qui ont 25 000 tonnes de quota de pêche. Alors, mais c'est vrai que socialement, je dirais, c'est un accord qui est très très important pour l'Espagne. Très important pour les pêcheries, notamment du sud de l'Espagne, Barbate, et qui ont une incidence immédiate sur leur niveau de vie. Très bien. On va changer de sujet pour la dernière question de notre part. Après, on passera la parole au public si les questions se posent. Donc, Yacine, pour faire court, au Maroc, la production de cannabis aujourd'hui est une production de à peu près 300 millions d'euros par an pour 200 000 familles. Agriculteurs du Rif et plus souvent otages des cartels de la drogue. Et aujourd'hui, la question est soulevée au Parlement sur la légalisation du cannabis. Donc, pour faire court, quel est le regard de l'Union européenne sur la légalisation du cannabis? On n'a pas de réponse de la part de l'Union européenne jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas de décision qui a été prise au Maroc. Il y a un débat, effectivement, au sein du Parlement européen, au sein du Parlement marocain, à l'appui d'un débat fait par de nombreuses ONG marocaines et internationales qui concluent qu'il faudrait peut-être, puisqu'on n'arrive pas à juguler les problèmes de gestion de la drogue, peut-être essayer de trouver d'autres alternatives. Alors le Maroc n'est pas spécifique en la matière, hein. Vous savez qu'il y a un débat aux États-Unis, il y a certains États qui vont légaliser, il y a le Paraguay, je crois, ou l'Uruguay qui est sur le point de le légaliser. Donc il y a un débat au Maroc pour voir est-ce qu'on peut utiliser le cannabis à des fins licites, alors sur 2 axes. D'abord, utiliser le cannabis ou le chanvre pour en faire des produits illicites. Hein. Donc, j'ai appris qu'on pouvait en faire des chaussures, qu'on pouvait faire des t-shirts, etc. Un tas de produits. Mais aussi, peut-être, de légaliser même le cannabis en tant que drogue. Il faut savoir que le cannabis a été légalisé, officialisé au Maroc au début du XXe siècle. Et qu'il y avait une société espagnole, Tabacaleria, qui produisait du cannabis, du kiff, et qui était commercialisé tout à fait légalement. Le problème, c'est que c'est vrai que les années 60, il y a eu un commerce florissant des 2 côtés. Vous savez, la problématique du Maroc, on a fait, et ça c'est reconnu par un certain nombre d'organisations et de pays, fait des efforts pour essayer de juguler la production et la commercialisation du kiff. D'abord en désenclavant au maximum les régions, ça veut dire que ça nécessite des programmes structurels importants, d'infrastructures, et puis aussi en multipliant le démantèlement des cellules.
Mais le problème auquel nous sommes confrontés, et je ne veux pas là exclure la responsabilité du Maroc, mais quand vous avez des conditions d'appel en Europe, vous avez des pays qui légalisent, qui ont légalisé l'usage. Vous avez un pays très connu pour ses fleurs qui fabrique du cannabis sous serre et qui ajoute des produits chimiques qui ont des effets dévastateurs sur la santé des personnes. On n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pratiquement pas. Alors si d'un côté vous avez des régions en Europe qui légalisent déjà, alors forcément vous avez des gens au Maroc qui sont amenés à produire et à partager. Et je dois vous dire d'ailleurs que le petit agriculteur marocain, celui qui est dans son champ de cannabis, il reçoit 0,5% en termes de chiffre d'affaires de ce produit. Je veux dire par là qu'il y a une responsabilité partagée. Il faut quelquefois ne plus faire preuve d'hypocrisie et puis poser le débat. Donc voilà, au sein du Parlement marocain, il y a un débat, je ne sais pas ce qu'il va en sortir, et pour l'instant l'Union européenne, tout naturellement, ne va pas réagir puisqu'il n'y a pas encore de décisions qui sont prises chez nous. Merci beaucoup. Est-ce que des personnes en public voudraient poser une question? Je t'en prie, essaie de parler fort pour la caméra. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur, je me présente, Emmanuel Fikri, étudiant de droit en sciences politiques à Cordoue et président de l'association des étudiants marocains de Bordeaux. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et pour l'honneur que vous nous avez fait d'être venu ici à la rencontre des étudiants marocains. C'est un grand honneur et un grand plaisir que de vous recevoir, nous en remercions. Donc si vous permettez, j'ai deux questions à vous poser. La première question est une question d'actualité. Le président du Parlement suédois a très dernièrement été au Maroc pour une visite comptable, une visite de travail, et il a déclaré que le Maroc possédait tous les atouts nécessaires à une adhésion à l'Union européenne. Vous avez dit que juridiquement c'est peu probable. Le Maroc a eu dernièrement le statut avancé. C'est un statut qui est encore récent. Nous pensons que nous pourrons encore travailler avec l'Union européenne pendant 10 ou 15 ans sous ce statut avancé. Mais pensez-vous que ce statut avancé, justement, va nous permettre, dans 2 ou 3 décennies, d'accéder vraiment à une adhésion totale et complète du Maroc à l'Union européenne? Est-ce que ça ne serait pas une solution naturelle de cette suite évolutive que connaît le Maroc quant à ses relations avec l'Union européenne? Pour ma deuxième question, si vous me permettez, vous avez déjà répondu en grande part, c'est celui de la cause nationale, celui du Sahara marocain. Donc si vous permettez, là j'ai une question un peu plus particulière en tant qu'étudiant et qu'association des étudiants marocains. Que pensez-vous en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre cette cause nationale qui nous tient à cœur? Est-ce que vous pensez que c'est un problème politique entre le Maroc et l'Algérie seulement et que les étudiants ne peuvent pas faire quelque chose, ou au contraire, avez-vous foi en la diplomatie parallèle et en le fait que les étudiants puissent être capables de défendre cette cause ici en France? Merci à vous. Merci de ces deux excellentes questions. Je suis heureux de président du Parlement. On n'entend pas? Je reprends que le président du Parlement suédois considère que le Maroc a rempli tous les atouts nécessaires pour adhérer à l'Union européenne. J'avais dit dans mon propos, il y a une réponse juridique que peut vous apporter un juriste immédiatement si le Maroc repose sa candidature au sein de l'Union européenne. Et il vous dira non pour les raisons qui sont liées au traité de Lisbonne. Mais la question, elle se pose. Elle se pose et j'en ai plus ou moins parlé tout à l'heure. Parce que quand j'ai dit que les accords de Yalta étaient caducs, quand j'ai dit qu'il y a une reconfiguration des aires d'influence dans le monde, l'Europe doit se poser la question. Elle doit impérativement se poser la question. Je crois qu'elle est arrivée à une limite d'intégration vers l'Est. Il reste maintenant peut-être 2 ou 3 pays qui sont les plus difficiles et à mon avis je pense qu'il va y avoir beaucoup de temps avant qu'ils ne puissent intégrer l'Union européenne s'ils devaient les intégrer. Donc vous connaissez très très bien, vous suivez certainement l'actualité aujourd'hui, le cas de l'Ukraine, pour savoir que du côté de l'Est, l'intégration. Maintenant, moi personnellement, je pense que c'est très réducteur. Je pense même que c'est infantile d'imaginer l'intégration européenne sous le seul prisme géographique.
Je crois que l'Europe ne peut pas se permettre de pouvoir encore influencer le monde dans un environnement géographique européen. Elle a impérativement besoin de s'étendre dans son aire d'influence, dans son voisinage. Et là, il faut qu'elle apporte des réponses. C'est à elle de répondre. Nous faisons nos devoirs, je dirais, notre homework. On dit, on ne va pas proposer l'adhésion à l'Union européenne, mais on va dire, on va prendre tous les ingrédients qui sont inscrits dans les chapitres de l'intégration européenne. Bon, ce ne sera pas les 35 chapitres, mais on va prendre certains critères de Copenhague, certains critères de Lisbonne, etc. On les intègre dans notre cadre réglementaire, bien sûr au travers d'un débat ouvert. Et puis on espère que l'Union européenne un jour posera la question de se dire mais bon, on a un pays qui est là, qui est le Maroc, ou qui est la Tunisie, ou autre, qui tape à la porte et qui ont un environnement qui est de plus en plus proche de celui. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir et qu'est-ce qu'on doit lui offrir comme perspective? Alors j'ai parlé de ces zones concentriques, dont parlait Jacques Delors déjà au début des années 90, parce qu'il prévoyait déjà qu'il fallait pour l'Europe, pour qu'elle puisse s'affirmer encore comme acteur mondial, d'avoir sa présence dans cette région. Or cette région, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est occupée. L'Europe n'est plus seule. Il y a la Chine, il y a les pays du Golfe, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la Turquie. Et je pense que ça doit être l'objet, je crois, d'un débat au sein de l'Union européenne et de ses États membres. Concernant le Sahara, la question est, je vous remercie de l'avoir posée. La réponse, elle est dans un discours que le roi a fait récemment au Parlement marocain, le 6 novembre. Oui, la diplomatie officielle aujourd'hui, elle ne peut plus, quel que soit le pays, partout dans le monde, elle ne peut plus être efficiente si elle n'est pas accompagnée par des diplomaties parallèles. Les diplomaties parallèles, c'est les diplomaties parlementaires. C'est la diplomatie associative. Alors associative, c'est le secteur privé, c'est les étudiants, c'est les journalistes. Et nous pensons, et moi avec la modeste expérience que j'ai au sein de l'Union européenne, je sais qu'au sein du Parlement européen, et je connais beaucoup d'eurodéputés, dont certains qui ont beaucoup de verbe et qu'on entend souvent, comme Daniel Cohn-Bendit, et qui nous disent bon, c'est très bien ce que vous nous racontez là, mais bon, voilà, vous êtes membre du gouvernement, vous sortez votre soupe, etc. Mais nous, on a besoin d'écouter les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et c'est pour ça que, déjà, depuis quelques années, on a mis en place une commission parlementaire mixte entre le Parlement européen et le Parlement marocain, où ces acteurs travaillent. On a la chance au Maroc d'avoir un système multipartiste. Nous avons un parti communiste, nous avons un parti socialiste, nous avons un parti conservateur, nous avons un parti de notables, un parti libéral. Et tous ces partis trouvent quelque part au Parlement européen leur pendant. Et donc ils doivent, et ils le font, ils commencent à le faire maintenant, à être des interlocuteurs. Et il y a aussi, bien sûr, tout le reste, les associations, et je vous remercie de vous impliquer parce que vous le savez mieux que moi ce que représente la question nationale pour tous citoyens marocains. Et je crois que quelquefois, je le disais à certains responsables européens, qu'on peut être cartésien, on peut être raisonnablement sensé, mais si on touche à notre souveraineté territoriale, alors on ne peut pas accepter cela. À la différence d'autres pays voisins. Donc oui, à la diplomatie parallèle, bien entendu, et bien sûr travailler, expliquer. Vous savez, lorsque nous travaillons avec les Européens, lorsque nous coopérons avec les Européens, sur cette question, je leur dis, moi je ne cherche pas à vous dire que le Maroc a raison et que les autres ont tort. Je vous demande simplement d'ouvrir un débat qui soit, d'où il soit enlevé tous les comportements dogmatiques et idéologiques.
Parce que malheureusement, cette question, elle est encore le fait de... On est encore dans le conflit Est-Ouest. Un leadership que veut adopter un pays dans la région. Alors quand on sort un petit peu du débat idéologique et dogmatique, et quand on prend la réalité, y compris celle qui est inscrite à l'ONU, les pistes de solution, elles sont là. Elles sont là. Maintenant, si on veut dire que le Maroc a raison, le Maroc a tort et l'Algérie a raison, ça va durer 40 ans, 50 ans. Ben, le Maroc ne lâchera jamais le Sahara. Voilà. Merci. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, je suis président du réseau des correspondances marocains du Grand Sud-Ouest. Je vous remercie pour votre brillant, riche et vaste exposé. J'ai deux petites questions. La première concerne donc les relations maroco-européennes. Est-ce que peut-on qualifier cette relation de gagnant-gagnant? Et la deuxième question, quel est le regard de l'Union européenne sur la relation maroco-algérienne? Sur la première question, oui, moi je crois d'abord que c'est une relation gagnant-gagnant. Elle doit l'être inévitablement. Maintenant, il faut savoir que quand vous négociez, eh bien, c'est lui qui est le mieux armé qui va réussir à obtenir ce qu'il veut. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la chance au Maroc d'avoir des ressources humaines qui sont très très compétentes. Nous sommes aguerris, nous travaillons sur ces dossiers. Nous avons aussi beaucoup d'amis au sein de l'Union européenne, dans lesquels la France nous aide beaucoup. Sur certains dossiers, dans l'agriculture, quelquefois nous avons quelques différends. Mais je crois qu'au final, quand on analyse peut-être les accords que nous avons conclus avec l'Union européenne, que ce soit l'accord de pêche, l'accord agricole ou l'accord d'association, globalement, ils sont gagnants parce que nous insistons toujours sur la dimension asymétrique. Quand nous avons négocié l'accord d'association avec l'Union européenne en 1996, qui est le premier accord d'ailleurs du genre qui inscrit la réciprocité, jusqu'en 1996, on avait des accords qui permettaient aux exportations marocaines d'avoir un accès plus facile en Europe. À partir de 1996, c'est dans les deux sens. On ouvre notre marché industriel, on ouvre notre marché agricole, etc. Mais on l'a toujours négocié dans un cadre asymétrique. Donc en 1996, lorsque nous signons l'accord avec l'Union européenne, et dès lors qu'il est mis en vigueur, mars 2000, je crois, eh bien, par exemple, tout le secteur industriel européen est immédiatement ouvert sans droit de douane aux exportations marocaines. Du côté marocain, on a procédé à un démantèlement sur une douzaine d'années. Depuis le 1er mars 2012, maintenant, tous les produits industriels, moins Epsilon, les plus réchappés, ou je ne sais plus, 2 ou 3 autres produits, rentrent en exemption de droits de douane sur le marché marocain. Donc il y a cette asymétrie nécessaire, parce que l'Union européenne est quand même la première puissance économique du monde, et en face du Maroc, il y a quand même un besoin pour le Maroc de lui permettre d'avoir un temps pour que ces entreprises puissent s'adapter progressivement à la concurrence. Sur les relations entre le Maroc et l'Algérie, la vision de l'Union européenne, elle est claire, elle est limpide, pas besoin d'être un expert, ça va très mal, ça ne se passe pas bien. J'ai eu une réunion d'ailleurs avec le commissaire à la fin du mois de février. Comment pouvez-vous imaginer que cette relation puisse aller quand les frontières sont fermées? L'Algérie refuse de travailler sur 2 dossiers qui sont fondamentalement cruciaux pour l'avenir de la région et pour l'Europe, à savoir l'immigration clandestine et la lutte contre le terrorisme, qu'elle refuse toute intégration économique, alors que du côté du Maroc, je crois que franchement, nous avons fait tous les efforts. Sa Majesté Mohamed VI, dès son intronisation, a rencontré le président Bouteflika à New York, il lui a dit on s'assied à table et on met tous les dossiers, le tracé des frontières, les expulsions, tout, une bonne fois pour toutes, on discute, on trouve des solutions et puis
sur toutes ces questions-là, il y a eu un refus. On ne veut pas ouvrir la frontière. On parle de trafic. L'Algérie dit oui, mais on n'ouvre pas la frontière parce que le Maroc envahit l'Algérie avec le cannabis, etc. Bon, très bien. Admettons que ce soit vrai. Essayons-nous à table. Et puis travaillons, et puis essayons de trouver des solutions ensemble. L'Algérie oublie de dire que nous sommes envahis par des produits de substances psychotropes, le crack en particulier, sur le territoire mondial. Et puis quand une frontière est fermée, dire, elle ouvre la porte à tous les trafics de tout genre. Vous savez très bien, moi je suis de la région du Jda, je suis originaire de cette région. L'essence, vous l'achetez dans des bidons qui viennent d'Algérie. Vous n'allez pas le prendre dans la... Donc sur toutes ces questions-là, et en particulier sur le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Je vous assure que l'Afghanistan se trouve maintenant au Sahel. Et les experts européens en sont parfaitement conscients. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Mais nous avons dit à nos amis algériens qu'il fallait qu'on coopère ensemble. Pas parce que nous voulons exercer un leadership dans la région, mais la stratégie de l'Algérie de s'appuyer sur des pays faibles comme la Mauritanie, le Niger et le Mali pour imposer une stratégie d'instabilité, entre parenthèses, contrôlée, a montré tout son échec. Tout son échec. Un seul exemple, Ain al-Nas. C'est 60 terroristes qui prennent 150 otages dans un site surveillé par 1200 militaires algériens. On se pose des questions. Donc s'il n'y arrive pas, il faut qu'on travaille ensemble. Or sur ce point-là, il y a un autre exemple, il est récent. La semaine dernière, le Maroc a été exclu d'une réunion organisée à Alger par le Forum, dont le Maroc est membre, et d'ailleurs qui a amené les organisateurs du Forum à arrêter, à suspendre la réunion et de quitter Alger. Je ne sais pas. Alors, peut-être que nous ne savons pas comment parler avec nos amis algériens, peut-être que nous ne savons pas quels sont les interlocuteurs en face. Et il y a un problème, les Européens en sont parfaitement conscients, et on va encore le répéter à la fin du mois. J'ai dit hier, il y a un dicton marocain qui dit qu'une main seule ne peut pas applaudir. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors quand on fait des efforts et qu'il n'y a pas de réponse, et le Maroc, lui, a son cap. Il le tient, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait avec qui travailler. Grâce à Dieu, il a de nombreux partenaires, au premier rang desquels l'Europe et ses États membres. Eh bien, si un jour les Algériens veulent discuter avec nous, on discutera. Merci, merci Monsieur l'ambassadeur pour ces questions, ces réponses à ces questions. Maintenant, je voudrais remercier toutes les personnes, les adhérents, les membres du bureau de l'association Maroc des Deux Rives qui ont travaillé à l'organisation de cette conférence. Je voudrais remercier aussi le consulat du Maroc et Monsieur le consul qui est ici présent, du soutien et de l'aide qui a été apportée dans ce projet. Je remercie également vous tous d'être venus aussi nombreux pour assister à ce qu'on peut appeler notre baptême du feu en termes politiques. Et pour cela, on va donc, je vais donc vous inviter à la salle Erasme qui est au bout du hall, dans laquelle le consulat nous offre un cocktail et vous offre un cocktail pour discuter, pour se détendre un petit peu après cette conférence. Merci beaucoup et encore merci.